Voilà, bonjour, merci beaucoup. Bienvenue à l'émission culturelle à travers l'ITV. Et merci, nous avons comme invité Bantigi Doucouré. Il est journaliste, écrivain, poète, auteur de cet ouvrage Peuple noir non blanc. Et on va revenir sur Bantigi, son parcours. Et nous avons également comme invité Mohamed Sow Baudelaire, plus connu sous le nom de Baudelaire. Il est professeur de français, il est critique littéraire, il est chargé également de pédagogie et de la coordination des panels du Salon international du livre de jeunesse de Dakar, Dakar Livre. Et Baudelaire est là donc pour représenter le cercle des critiques littéraires du Sénégal. Et merci beaucoup cette émission culturelle qui invite les auteurs, les artistes plasticiens, les cinéastes, les producteurs, les comédiens, entre autres, les acteurs de toutes les disciplines artistiques et littéraires. Mohamed Sow Baudelaire, vous venez avec vos collègues, vos amis, de créer le Cercle des critiques littéraires du Sénégal. Et quand est-ce que s'est tenue cette Assemblée générale? Alors, bonjour Alsan, bonjour à M. Doucouré et merci pour cette invitation dans ce temple du savoir et de la culture. Alors, depuis quand même quelque temps, la remarque est devenue beaucoup plus aiguë qu'il y a un chaînon manquant dans la sphère culturelle intellectuelle. Il existe beaucoup d'auteurs, des maisons d'édition, des bibliothèques, des librairies, mais le chaînon manquant dans cette sphère-là était la critique littéraire. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de critique au Sénégal, mais de structures organisées autour de cette critique-là, c'est ça essentiellement qui manquait. Alors, sous l'impulsion d'éminents intellectuels, d'éminents critiques littéraires comme le professeur Waliba, qui est d'ailleurs le président du Cercle des critiques littéraires du Sénégal, et le professeur Khalifa Touré, le vice-président, et d'éminents intellectuels comme les professeurs Birahim Tchoun de l'école normale actuelle FASTEF, le professeur Momodouba, professeur des universités, spécialiste de littérature africaine et francophone, Madame Mamfatou Faye Koli, Madame Koli, qui est la chargée de communication, Madame Sibi Fatou Diop est la chargée des relations avec les maisons d'édition, et Madame Nancy Sall, la trésorière, avec moi-même le secrétaire général. Nous avons tenu une réunion le samedi 4 mai, ici à Dakar, pour mettre sur pied de manière officielle cette structure qui regroupe les critiques littéraires du Sénégal. Voilà, maintenant, quels sont les objectifs de ce cercle de critiques littéraires? Est-ce que vous avez un plan d'action? Et comme vous l'avez dit, c'est un chaînon manquant parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages de production littéraire avec les maisons d'édition qui font énormément d'efforts. On a des ouvrages, même techniquement de qualité. C'est important que ces ouvrages-là soient accompagnés sans complaisance par les critiques littéraires. Est-ce que vous avez, quels sont les objectifs, vos ambitions, les perspectives de ce cercle-là? Alors, la critique est avant tout un acte d'interprétation. Bon, si on peut remonter jusqu'aux origines, c'est déjà un terme biblique, un terme chrétien, comme un tas d'appellations, critique, commentaire, exégèse. Tout ça, c'est des termes qui étaient en rapport avec la Bible. Comment rendre plus accessible le texte? C'est ça la critique. Comment rendre le texte accessible? Ce qui fait la possibilité de la critique, c'est le pluriel du sens. Et comment, essentiellement, promouvoir la littérature sénégalaise, africaine et même l'œuvre littéraire, l'intellectualisme dans un sens plus large. C'est ça notre objectif principal. Et il y a, comme vous venez de le dire,
beaucoup de jeunes qui écrivent. Il y a beaucoup de productions, ne serait-ce que poétiques, romanesques, tout ça. Mais ce qui manque, c'est la réflexion produite sur ces œuvres-là. Et c'est ça notre souci principal, promouvoir une réflexion féconde, intellectuelle, sans complaisance, bien sûr les textes qui sont et qui seront produits. Bien sûr, il y aura des réflexions sur les classiques, sur le professeur Khalifa Touré finir une excellente réflexion sur l'œuvre de Saint-Ben. Hein? Les professeurs Waliba, Mamadou Birahim Tchoun sont également dans des réflexions mais fécondes. Mais l'objectif, c'est de rendre plus visible la production intellectuelle sénégalaise et africaine. Et donc, je remarque que cette critique littéraire va faire revivre les ouvrages, les productions littéraires. Mais tout à fait. Nous sommes en phase de la création d'une revue qui va publier, faire sortir des articles critiques sur les différents ouvrages poétiques, romanesques, littéraires, intellectuels, etc. Mais également d'un site internet qui permettra une plus large diffusion de ces œuvres-là. Donc c'est vraiment une tribune d'expression intellectuelle qui a pour objectif principal de promouvoir l'intellectualisme, la littérature, la culture, l'intellectualisme. Ah voilà, donc on en avait besoin parce que c'est le moment de rendre hommage à Amady Ali Dieng qui faisait beaucoup de notes de lecture, beaucoup de critiques à travers Sud Quotidien. Moi-même, je recevais, c'est moi qui diffusais dans le Sud Quotidien ces notes de lecture, ces critiques, et à travers aussi Walfadjri. Et il y a aussi Makili Gassama, l'auteur de Kouma, qui a représenté le Sénégal auprès de l'UNESCO, qui a été ambassadeur du Sénégal en Guinée, et qui est un grand critique littéraire. Et c'est important également, avec cette association, ce cercle de critiques littéraires du Sénégal, au moins que la relève soit prise, je ne dirais pas peut-être relève, qu'on dynamise davantage la critique par rapport au nombre impressionnant de productions littéraires qui sortent au Sénégal, en Afrique. Et donc, bon vent à ce cercle de critiques littéraires au Sénégal, avec des critiques, avec des intellectuels de haut niveau, Mamoudouba, agrégé de grammaire, Waliba, brillant professeur, Khalifa Touré, je me rappelle toujours de sa conférence extraordinaire qui a fait tilt au Salon international du livre de Thiès. Oui, tout à fait. Et c'était impressionnant. Et également, bon vent. Merci. Et nous allons échanger sous l'œil critique de Mohamed Sow Baudelaire avec Bangui Doucouré, Bantigi Doucouré, qui est également journaliste, écrivain, poète, qui a écrit des ouvrages que je viens de citer, Peuple noir non blanc, également Sans domicile fixe, également l'exemple de l'Amérique, et qui a vécu dans le monde arabe et qui a fréquenté beaucoup d'instituts, Al-Azhar en Égypte, des instituts également en Libye, et fréquenté l'école internationale de langue française, qui est poète également, Bantigi Doucouré. Pourquoi, à l'origine, tu t'appelais Boubacar Doucouré? Et pourquoi Bantigi Doucouré? Merci, M. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans, mais auparavant, je voudrais vous féliciter pour ce programme et pour votre mensuel patrimoine dans lequel vraiment vous travaillez beaucoup pour la culture et votre participation dans notre association littéraire, comment dirais-je, Calebasse ancestrale. Ah, d'accord. Ouais. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à tous nos confrères dans cette association littéraire que j'appelle l'école supérieure de littérature, parce qu'il regorge beaucoup de talents, des professeurs, des poètes, des écrivains.
Bref, pourquoi j'ai pris Boubacar Doucouré? Parce que lorsque nous étions les premiers à écrire la langue soninké, à ma connaissance, lorsqu'on faisait des recherches en Égypte, dans les livres d'histoire, on a découvert qu'il y avait un empereur de l'Empire du Ghana au VIe siècle qui s'appelait Bantigi Doucouré. Alors, avant d'écrire notre livre, on a écrit 2 livres en soninké. Alors, lorsque j'ai vu ce nom, je me suis dit, bon, tout à coup, j'ai aimé le nom. Je me suis dit que, bon, pourquoi on écrivait d'abord ces livres? Parce que partout où tu vois, lorsqu'on était en France, en Égypte, dans les pays arabes, partout on voit que les gens se respectent et s'accrochent à leur culture. Et je pense que la culture, bon, on ne peut pas contourner les noms si on parle de la culture. Alors moi, c'est pour ça que j'ai pris le nom Bantigi et Doucouré, parce que simplement un nom doit refléter la culture de la personne qui le porte. Quand il dit maintenant José, on sait que c'est espagnol ou bien hispanique. Quand il dit François, on sait que c'est français. Quand il dit Ibrahim ou bien Khalil, on sait que c'est arabe. Quand il dit Li Shaoxing, on sait que c'est chinois. Mais nous, Africains, on n'a pas cette particularité. On a des noms de différentes cultures. Et c'est pour ça que j'ai pris Bantigi Doucouré pour répondre à votre question. Oui, oui, on a cette particularité. Il y a des noms authentiques africains que tu veux sortir, mais ces noms authentiques africains sont dilués par des noms musulmans, des noms occidentaux, parce que nous avons suivi le colonialisme occidental. Nous avons suivi également l'influence de civilisation arabe à travers l'islam. Moi, je vous félicite avec ce nom Bantigi Doucouré, qui est très original, très authentique. Et c'est ça qui vous a poussé à écrire Peuple noir non blanc. Voilà. Pourquoi? Peuple noir non blanc, parce que, bon, comme vous le savez, notre civilisation est une somme de connaissances et de souvenirs accumulés par les générations qui nous ont précédés. Mais nous ne pouvons y participer qu'en prenant contact avec la pensée de ces générations. Alors, pour contacter la pensée des générations qui nous ont précédés, nous devons préserver les symboles tels que les noms, les objets d'art et les chansons qui reflètent notre culture et notre civilisation. En faire autrement, c'est vraiment de rester sous le joug du colonialisme culturel. Alors, j'ai vu que même quand tu pars en Amérique, même les Américains noirs, j'ai rencontré des Américains noirs qui veulent s'identifier à l'Afrique. S'ils veulent, ils prennent des noms arabes en pensant que c'est des noms africains. Bon, or que ce ne sont pas des noms africains. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est des noms africains parce que les esclaves qu'on a amenés de l'Afrique vers l'Amérique, ils portaient ces noms, Boubacar, Mohamed, Khalil, ces noms arabes. Alors eux, ils pensent qu'ils ne connaissent pas autre chose. Donc, on ne peut pas agir en dehors de ce qu'on connaît. Eux, c'est ce qu'ils connaissaient. Donc, pour se détacher du christianisme et l'esclavagisme, ils s'identifient à ces noms et pour s'identifier à leur origine, à leur avis. Ok. Et j'ai envie de lire ce passage. Hein, quand vous dites les Africains qui souhaitent changer leur nom d'origine coloniale ou d'esclave devraient adopter des noms authentiques reflétant leur culture et civilisation. Et tu es en train de mener ce combat, etc. Est-ce que ce n'est pas perdu d'avance parce que la civilisation arabe, l'empreinte de la colonisation sont tellement ancrées, hein? Est-ce que c'est bon de revisiter sinon les noms authentiques comme Bantigi, et les Africains ont réussi, comme tu l'as écrit dans le livre, même à changer. Par exemple, j'ai vu Youssouf, vous avez écrit Youssou, hein? Zainab, Seynabou. Comment les Africains ont réussi à africaniser même les noms arabes ou occidentaux? Voilà pour répondre à votre première question, si ce n'est pas un combat perdu, je ne pense pas. Je crois que si tout ce qui est devant nous, que ce soit sur le plan culturel, ou bien que ce soit sur le plan économique, sur plusieurs plans,
on a des barrières qu'on doit affranchir. Sinon, on va rester là où nous sommes. Absolument. Donc, ces combats, moi, c'est mon cheval de bataille. Cette histoire des noms, c'est mon cheval de bataille. Parce que chacun milite dans son domaine. Moi, c'est ça mon domaine. Alors, si on dit que ça, bon, on a ces noms-là, on ne peut pas les changer, c'est difficile à prononcer. J'ai entendu ça plusieurs fois. Quand je parle à des gens, ils me disent que Bantigi, c'est très difficile à prononcer. Est-ce que je peux, même en Amérique, on me demande, est-ce que je peux t'appeler Ben? J'ai dit non, c'est Bantigi. Parce que les noms, il y a des noms qui sont plus compliqués, mais on les prononce. Par exemple, Brzezinski, un ancien conseil des affaires de la sécurité nationale en Amérique, il s'appelait Brzezinski. Qu'est-ce qui est plus difficile que Brzezinski? Ceausescu, Kissinger, tout ça, c'est des noms qui sont difficiles à prononcer. Mais nous, on nous a fait comprendre que non seulement ne sont pas des noms civilisés, mais des noms très difficiles à prononcer, et donc ils nous découragent. Alors, les noms arabes que les Africains ont africanisés, par exemple Mohamed, pour les Wolofs, il dit Modou ou Momodou. Bon, tu vois chez les Soninké, il dit Mamadi. Tu vois chez les Bambara, il dit Madou. Tu vois chez les Halpulaar, aussi il dit Mamadou. Khadi, on dit Khadjatou, c'est Khadjatou, on dit Khadi. Bon, et ainsi de suite que Boubacar, on dit Babacar. Ça, c'est les Wolofs. Les Soninké disent Bakari. Les Bambara disent Boukari. Alors, on a africanisé ces noms arabes et jusqu'à ce qu'ils sont devenus une partie de notre culture. On pense que originalement, c'est des noms africains, mais ce n'est pas des noms africains, c'est des noms arabes. Alors, il faut qu'on se batte pour récupérer nos noms. C'est pour ça que j'ai toute une liste. Quand on parle de quelque chose, il faut faire une proposition. Ouais. Donc, en proposant, j'ai fait des recherches. Quand je rencontre des Africains dans les pays africains où j'étais, quand j'entends un nom que je ne connais pas, je demande le nom et j'ajoute ça. J'ai une liste des noms des femmes et des noms des hommes dans le livre. Et j'ai vu Fatimata, Fatou. Oui. Et puis il y a une autre chose à souligner, les noms africains ont des significations. Les noms africains ont des significations. Absolument. Les prénoms signifient les circonstances dans lesquelles l'enfant est né. Si c'était en temps de guerre, en temps de moisson, en temps de pluie, quand on entend le nom de l'enfant, on sait qu'il est né dans ces circonstances. Ou bien si les jumeaux, si les jumeaux sont du même sexe, de sexe différent, si les l'aîné, bien si le dernier, tout ça dans les noms africains, historiquement, quand tu entends un nom africain, automatiquement tu sais que dans quelles circonstances il est né. Ça c'est pour les prénoms. Les noms maintenant, par exemple Doucouré, Cissé, quand tu entends ça, tu sais que celui-ci, il vient d'une famille de pêcheurs, conteurs, ou bien de guerriers. Donc cette particularité, tous ces atouts-là, toutes ces valeurs-là, on les a perdus à cause du colonialisme culturel. Oui. Donc c'est un excellent travail que vous êtes en train de faire, d'exhumer notre patrimoine, parce que nos prénoms et noms charrient notre culture, notre civilisation. Oui. Mohamed Sow, Baudelaire, avez-vous un commentaire sur ce que vous avez entendu? Oui. En tant que critique littéraire? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, comme bien sûr vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que nommer, c'est désigner. Et désigner, c'est particulariser. C'est-à-dire, dès qu'on entre dans cette salle, qu'on vient sur ce plateau, et qu'on dit, par exemple, où est Paul? Okay? Dès qu'il y a un vide de réception, c'est que Paul n'est pas là. Ou bien, une réception dira, il n'y a pas de Paul ici. Mais quand on arrive et qu'on dit, je cherche Baudelaire, par exemple, automatiquement, il y aura une réaction. Les yeux seront tournés vers moi et automatiquement, donc nommer, c'est particulariser. Maintenant, le travail archéologique
fait par M. Doucouré est un travail remarquable. Parce que l'archéologie, ce n'est pas seulement faire jaillir de sous terre ce qui a été enfoui, c'est faire jaillir des méandres de la mémoire ce qui a été oublié. Ok. Ah. C'est ça également ce que Foucault appelait archéologie du savoir. Ok. Archéologie du savoir. Maintenant, il y a une problématique de l'authenticité. Est-ce que, bon, tout nom dans toutes les cultures a une signification. Abou Bakr, son nom d'origine, signifiait qu'à la base c'était un surnom. Signifiait le père de la fille. Parce que Abou Bakr, qui était compagnon du prophète de l'islam, avait une fille donnée en mariage au prophète. Mais dit-on que son nom d'origine, c'était Abdullah, qui également a une signification, qui signifie serviteur de Dieu. Pierre a une signification. Vous verrez dans la Bible, le Christ dit à Pierre, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur terre sera lié aux cieux. Tout ce que tu délieras sur terre sera délié aussi. Donc, tout nom charrie une signification. Maintenant, dès qu'on remonte, ce problème d'authenticité se pose. Parce que la culture, comme la langue, n'est qu'une particularisation de l'humaine condition. Une particularisation de l'humaine condition. La culture, dans son sens, la langue du moins, dans son sens linguistique et grammatical, c'est une convention de signes. C'est parce que nous avons accepté que ceci s'appelle micro, que dès que nous disons « donnez-moi le micro », on sait à quoi on fait référence. Mais celui qui n'a jamais entendu le mot micro et qui pourtant sait reconnaître ceci, ne peut pas faire la liaison entre la graphie et le matériel, entre le mot et la chose. Mais c'est parce qu'il y a une convention, qu'il y a une relation. La culture également, dire qu'une culture est supérieure à une autre, c'est remettre en question, en cause, sa propre culture. Absolument. Puisque toutes les cultures sont des équivalences et sont des particularités de l'humaine condition. Parce que si j'existe, c'est parce que l'autre existe. Si l'autre existe, c'est parce que j'existe. Si je dis je, s'il n'y avait personne d'autre, je ne dirais pas je. Mais je, c'est une démarcation par rapport au tu. Ouais. Si je dis je, c'est parce que le tu existe. Et si je dis tu, c'est pour t'indexer par rapport au je. Donc, il y a une réciprocité entre les langues et les cultures, comme il y a une réciprocité entre les individus. Les cultures se valent, et les langues se valent, et les noms se valent. Mais le problème de l'enracinement est essentiel ici, et c'est là la particularité de son travail. Oui. Il ne peut pas y avoir d'ouverture sans enracinement. Senghor disait qu'il faut s'enraciner profondément avant de s'ouvrir au rapport fécond du monde. Ah, avant de s'ouvrir. Et donc, ce que je retiens, vous êtes en train de faire jaillir les méandres de la mémoire. Et il parle de pluriel du sens. Et vous êtes polyglotte, on aimerait écouter quelques extraits de tes poésies en soninké, en wolof, en bambara. Oui, merci beaucoup à M. Baudelaire pour cet éclairage sur la culture en général, et ça prouve que vous maîtrisez vraiment votre sujet. Et concernant ce que vous avez dit, qu'une culture n'est pas supérieure à une autre culture, et j'ajoute que j'ai tout un chapitre sur ça dans le livre. Oui, j'ai un chapitre sur ça, c'est le livre. Une culture n'est pas supérieure à une autre, mais elle est différente. Bon, mon problème est que il y a des gens qui sont venus, qui nous ont fait croire par leur arrogance et supériorité, leur supériorité, que notre culture est inférieure. Que notre culture est inférieure à leur culture. Et nous avons accepté ça jusqu'à ce que c'est devenu une partie de notre vie et de notre langage de chaque jour. Par exemple, maintenant, quand on parle
de quelqu'un qui est bien, on dit que Yaram. En Wolof, on dit Kimo Yaram. Ça veut dire quoi? Qu'il est excellent, il est bien, il est gentil, tous les qualificatifs positifs. Et quand on voit quelque chose qui est euh, joli ou bien bon, on dit, par exemple, c'est vrai pour les Bambara, les Soniké, les Wolof, qui deviennent Yulbir, et Nikonofi Nembe, au Bauliredu, et qui est tout ça pour dire que c'est lui, il a un estomac noir, ça veut dire qu'il est méchant. Voilà, et par contre, si quelqu'un, on veut parler du bien de quelqu'un, on dit que, oh, qui m'a labir, au labiredu, qui a un rond pour l'année, ni de connaître Djenembe. Bon, tout ça, c'est parce qu'ils nous ont fait croire que ce que nous sommes est inférieur à ce qu'ils sont, et ils nous ont obligés, et malheureusement, ils nous ont convaincus à suivre, à croire à cette fabrication qui est vraiment regrettable, parce que, comme vous l'avez dit, aucune culture n'est supérieure ou inférieure à une autre culture, et seulement différent. Pour ça, j'ai tout un chapitre dans ça, comme je viens de le dire. Bon, quelle était votre question encore? En tant que polyglotte, quelques extraits de tes poésies. Ah oui, ok. Wolof, Soninké. Ça aussi, ça rentre dans le cadre des... Et alors, moi, j'écrivais des poèmes en français, en anglais, en arabe, des livres en français, en anglais, en arabe. Mais je me suis dit que les gens, bon, si je viens chez moi, est-ce que si je déclame ces poèmes, est-ce que les gens, la plupart de la population vont comprendre ces poèmes? Alors, c'est pour ça qu'une fois j'étais en Arabie Saoudite, j'ai fait une méditation. Hein. J'ai fait une méditation, j'ai demandé à Dieu, je lui ai dit, mais de me donner l'inspiration d'écrire des poèmes en nos langues vernaculaires. Alors, un jour, ça commence à tomber. J'ai fait une strophe, après strophe, strophe, strophe. Ça a commencé par le Wolof. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé des Modou Modou. Et quand il était chez eux, il dit contre chaque pénible pour le parce que tu chez toi, tu es comme un état de en plus de ça, il respecte que tu parles de la mais il a la réduction de ça. Moi, je ne sais pas que j'ai pris cette fois du mode de données, j'ai appris par 4 minutes. Il est l'histoire, parce que tout est libre dans certains livres de l'histoire. Je vais vous dire que cette histoire de l'histoire sur la famille. On ne peut pas la faire. Donc, c'est ça que DGB. Et là, on a eu jangan dulu dan bagaimana ini mustahil. Kalau begitu berubah. Nyatu dan nyatu berubah. Kalau dia lagi, ini dia berubah. Mereka berubah diri orang itu. Untuk mencintai grup orang itu. Jadi yang seperti itu.ต้องbisa pindah.
Ah, c'est beau ça. Modou Modou. Modou Modou lu mu dëj ci ay tolof tolof kenn mësu ko wax ci Waalo wala Jolof def na liggéey bu ne diggante Europe ak Afrique mu jéem bi sonn mu ne xaaral ma dem Amérique bu mu eggee Nicaragua mu foog ne coono jeex na wante mu lamb poche am fekk xaalis bi jeex na foofu lay door a xamee ne ndekete yoon bi sori na wante mënul ñibbi ne waa këram yi sonn naa soxnaam bi mu bàyyoon gannaawam xaar bi sonn mu dem seen kër mu ne sëy bi tas na bu mu déggee loolu mu ne xibaar bi mu déggee xibaar bi mu ne jommi naa woy fu ma jëm man di sànku naa xaritam yi fexe bu wutal ko paasu gaal ne ko Masamba jàppal ci yàlla nga ñibbi Sénégal mu ne leen rus naa dellu ak loxoy neen fii lay toog ba dee jërë ngeen jëf dellu leen. Bon, ça, c'est quelques strophes. Ah oui, sur Nicaragua. Oui, de Modou Modou. Modou Modou. Quelques strophes dans un poème en wolof, en pulaar. Et curieusement, ce poème, je l'ai commencé en arabe et c'est terminé par pulaar. Je ne sais même pas comment ça m'est arrivé. Alors, je disais, Fatimatu tafsiru jaddati kulla nouri. Wasalti ma bada'ahu jaddi bulamba dukure. Ni'mal qarinu anti, ni'mal khalifa anti. Wallahi lan ansaki allamtani basinyukun. Rabbi allazi khalaqani hiya allati rabbatni fa ahsanat ta'dibi wa 'allamatni dini. Soko tawi mi moƴƴi ganda mi ñamtinima. Soko tawi mi fuyi mi natti wonde buye Tijani Dukure, buye Halimatu Diallo. Min de mi yewni nenam bo haalatano. Min de mi mewni mawnam ko yayi Dukure. So mi leli mi danata ngo nanmi tan ko hoydude. Soko tawi ɓe natti golleji mabɓe keddi. Rabbi jomam yurmoɓe kamɓe kala jiyaɓe ma. Mijahi Boubacar Boulamba Doucouré, Mijahi Cheikhana Hamahullah. Maintenant, j'ai encore deux strophes en soniqué. Oui. C'est simplement, ça encourage l'écriture des langues africaines et les apprendre. On a ndrokoto, on a farnankara, aganani oganta munda anankara. On a ndrokoto, on a nyabane, aganani ogamunda nandagakane. Voilà, ça concerne l'écriture des langues soniquées et comment dirais-je, apprendre nos langues. Oui. Et c'est impressionnant parce que les langues font partie aussi de notre patrimoine culturel, de notre civilisation, et l'importance des langues. Alors, c'est Amadou Hampâté Bâ qui il vient de citer dans les derniers vers en arabe, Chérif Hamahullah. Amadou Hampâté Bâ, qui était d'ailleurs disciple de Chérif Hamahullah, qui disait que les langues nationales sont les véhicules de nos cultures et de nos identités. Ça, c'est très important. Oui. Les langues nationales sont les véhicules de nos cultures et de nos identités. La langue du colonisateur, un moyen d'ouverture. Ah oui. C'est ça? Donc, pour qu'il y ait identité, il faut que la langue nationale soit bien assimilée. Parce qu'il y a des réalités, on parlait de particularités tout à l'heure, entre langue et culture. Il y a des réalités qui ne peuvent se transcrire que dans sa propre langue. Pourquoi? Parce que c'est contextuel, parce que c'est imagé, mais parce que c'est particulier à cette culture-là. Parce que c'est particulier à cette culture-là. Et la traduction, les limites de la traduction montrent qu'il y a des fragments qui sont oubliés, qui peut-être viennent d'une langue, disons, adamique, une langue qui englobait toutes les autres, et qui, à cause de la fragmentation culturelle et linguistique, a fait qu'il y a cette pluralité, cette particularité, ce pluriel du sens dont nous parlions tout à l'heure. Donc, le fondement de l'enracinement est identitaire et culturel, mais est linguistique. Okay. Le fondement de l'enracinement est identitaire et culturel et linguistique.
Et le fondement de l'ouverture se base sur l'enracinement. Ouais. C'est pourquoi les textes littéraires nous permettent d'entrevoir les réalités de nos cultures et les réalités d'autres cultures. La dialectique enracinement-ouverture. Ah, d'accord. Et Bantigui, vous êtes sur une très bonne voie, hein, balisée par les Cheikh Anta Diop, hein, par les Ngugi wa Thiong'o du Kenya, Ampateba, et actuellement Boubacar Boris Diop est en train d'écrire en Wolof. Il y a une union des écrivains en langue nationale que préside Cheikh Adramé Diakhaté. Hein. Il y a un jeune poète, je m'excuse de allez-y. Du nom de Abdoulaye Seck, qui fait partie du collectif Parlons Poésie de Farah Ndiaye et Moursey, qui est en train également de faire un remarquable travail poétique sur les langues nationales. Sur les langues nationales. Ouais. Voilà. Alors, Bantigui, polyglotte. Et ce qui est intéressant, vous êtes un militant du patrimoine africain, c'est-à-dire exhumer aussi bien les langues, les noms, les prénoms, tout ce que l'Afrique a comme héritage, essayer de l'exhumer, ce que Pathé Diagne a essayé de faire, même en montrant comment Bakary II a découvert l'Amérique, et non Christophe Mamoussé Diagne aussi sur l'oralité, Mamoussé Diagne. Et je pense que, est-ce que avez-vous des acquaintances, des groupes extra qui vous accompagnent, en plus de patrimoine bien sûr, hein, dans cette dynamique? Parce qu'il y a également, paix à son âme, Adama Samasekou, qui présidait l'Académie africaine des langues. Et je pense que le fait de valoriser les prénoms et noms africains, hein, pour montrer les Africains qui ils sont, hein, comment ils doivent s'adosser à leur patrimoine pour pouvoir développer le continent. Parce qu'il faut aimer l'Afrique, aimer son pays, hein, ce qu'on appelle maintenant l'estime de soi, pour pouvoir faire progresser ton environnement. Oui. Bon, en ce qui concerne si j'appartiens à un groupe littéraire ou bien à un groupe linguistique, il y a l'association, bon, en ce qui concerne la littérature, j'ai cité notre calebasse ancestrale qui est vraiment, on parle de tout, vraiment, c'est vraiment complet. C'est des gens compétents, des gens d'expérience, des professeurs, des agrégés. Donc là-bas, on parle de tout, y compris les langues. Bon, en ce qui il y a aussi l'association des étudiants des Soniqués, il y a un groupe de Soniqués. D'ailleurs, à l'université, je crois que dans quelques jours, il y a des événements là-bas concernant la culture Soninké. Ils sont dynamiques, voilà, avec leur grand festival Soninké. Voilà, j'ai assisté à ça, ils m'ont invité en Mauritanie la dernière fois. La prochaine fois sera l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Oui, ils l'ont fait ici au Sénégal, au grand stade Iba Mar Diop. Voilà, et en Gambie aussi. Ouais. Bon, la prochaine fois, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il disait là, en ce qui concerne... donc, pour répondre à ta question sur ce plan, moi, il n'y a pas longtemps que je suis là. Ici, je suis en train jusqu'à présent d'essayer de voir, de chercher. Je suis en train toujours de vivre ce que j'ai appelé plutôt contre-choc culturel. Parce que quand tu viens chez toi, tu es perdu. Moi, j'avoue que je suis... Bon, maintenant, ça va mieux parce que j'ai rencontré des gens comme vous, Calebasse ancestrale, grâce à notre sœur Aminata Sissi, directrice des nouvelles éditions africaines du Sénégal. Vraiment, c'est elle qui m'a introduit. C'est grâce à elle que j'ai connu tous ces gens-là. Donc, ce que vous avez dit, c'est vrai. On ne peut pas utiliser une autre langue. Si on utilise une autre langue pour expliquer quelque chose, savoir, ça ne sera pas complet. Même, tu vois, maintenant dans le Coran, les gens pensent que s'ils lisent la tradition en français ou bien en anglais, qu'ils comprennent, qu'ils ont compris le Coran. Bon, moi, je comprends le Coran parce que c'est traduit. Non. Parce que la tradition est parfois et souvent, elle n'est pas correcte, elle est mal interprétée. Je vous donne un exemple. Quand tu vois la sourate 85, verset 22, là où on écrit Fi lawhin mahfouzin, translittéré, bon, lawh mahfouz, quoi. Mais l'explication, c'est dans un tableau gardé.
bien en arabe, ça veut dire dans une ardoise gardée. Mais qu'est-ce qu'on a écrit en français? On dit que sur une table gardée. On n'écrit pas sur une table. Ouais. On n'écrit pas ici sur une table. Donc, c'est ardoise, tout au plus tableau. Parce qu'on n'écrit pas sur une ardoise. Donc, il y a beaucoup de choses dans le... Voilà, on n'écrit pas sur une table. Il y a beaucoup de traditions du Coran dans les langues en français ou bien en anglais qui ne sont pas, comme vous l'avez dit, ça ne peut pas être correct. Donc, c'est d'où l'importance d'essayer d'écrire autant que faire se peut. On va continuer toujours à emprunter parce qu'on vit dans un monde où aucun peuple ne peut vivre à l'écart des autres peuples. On est ici dans une culture de différentes civilisations. Mais, comme on dit en Wolof, ça m'a beaucoup mal l'amour de soi ne veut pas dire la haine de son prochain. On peut toujours aimer nos noms, notre culture, tout en respectant la culture et le nom des autres. Et on demande une réciprocité. Sinon, ça sera vraiment déséquilibré. Ouais, comme il a dit, il a rappelé Senghor, enrichissons-nous profondément et ouvrons aux apports fécondants. Et Senghor même disait, enrichissons-nous de nos différences mutuelles. Et Saint-Exupéry avait écrit, si tu te diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Donc, on doit s'enraciner, surtout. Pourquoi vos recherches, vos écrits sont intéressants, mais c'est très important pour la jeunesse africaine qui doit s'adosser à son patrimoine africain pour pouvoir développer l'Afrique. Et on va terminer l'émission. Mohamed Sow Baudelaire, votre dernier mot? Oui, c'était un grand plaisir de partager ce plateau avec vous, éminent ambassadeur de la culture, ici et dans le monde. Le seul bémol, c'est que vous ne me rapportez rien en revenant. Un grand plaisir également d'avoir partagé le plateau avec M. Bantigui Doucouré, éminent intellectuel et chercheur dont le travail aura beaucoup d'apports sur les consciences collectives, bien sûr. Alors, nous étions venus représenter le Cercle des critiques littéraires du Sénégal, annoncer prochainement la sortie de la revue et la mise en place du site, et annoncer quand même la structuration de ce chaînon manquant dans l'espace intellectuel et littéraire sénégalais. Voilà. Merci. Donc, merci, monsieur. Bienvenue dans cet espace littéraire. Et vous avez choisi le titre de la revue? C'est en cours de réflexion. C'est en cours il y a des propositions qui sont tenues. Et la périodicité sera trimestrielle? Mais certainement. 3 ou 2 mois. On est en train de... Et vivement ces publications qui permettent d'enrichir les productions, d'accompagner les productions littéraires, parce que la littérature, elle est capitale. Comme disait Mandela, Reading Nation is a winning nation. Un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Tout à fait. Et Bantigui Doucouré, j'aime bien Bantigui. Bantigui, c'est original comme nom. C'est original, comme je l'avais dit plus tôt, les prénoms africains reflètent, quand on dit un prénom africain authentique, tu sais qu'est-ce que ça signifie. Bantigui, bon, ça veut dire non conformiste. C'est composé de 2 syllabes, ban, refusé, tigui, propriétaire, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse d'être esclave. Bon, Doucouré, ça veut dire Doucouré, c'est des guerriers. Donc, quand tu entends Bantigui Doucouré, tu vas savoir que ce type-là, quand on te dit qu'il est non conformiste, c'est parce qu'il refuse. Bon, Doucouré, donc c'est un guerrier ou bien il vient d'une famille guerrière. Alors... oui. Avez-vous des messages particuliers que vous devez adresser à la jeunesse africaine? Parce que vos travaux sont intéressants. Votre piste, votre orientation, elle est très intéressante. Bon, mon message à la jeunesse africaine en général et la jeunesse sénégalaise en particulier, c'est
de s'estimer, comme nous venons de le dire, l'amour de soi ne veut pas dire la haine de son prochain. Nous, de toujours lutter pour ne pas accepter cette étiquette que nous a mis, de refuser ce complexe d'infériorité pour n'importe quelle raison, que ce soit de raison colonialisme ou bien euh, esclavagiste ou bien religieuse. Aucune religion n'encourage pas que l'on traite une nation plus ou bien un peuple plus supérieur que notre peuple. Dans le Coran, on dit que la fadl li arabin ala jamin illa bittaqwa. Celui qui est plus pur, vous êtes tous égaux, celui qui est plus pur, celui qui est plus aimé ou bien celui qui est plus respecté envers le bon Dieu, celui qui est le plus pur. Donc, qu'on respecte les autres cultures, qu'on essaie d'apprendre autant que faire se peut des autres cultures parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Mais en même temps, on n'a qu'à essayer de développer notre culture. On n'a qu'à essayer d'écrire ces cultures. Ça va prendre du temps sans doute. Mais un jour, on espère d'avoir tout ce qu'on apprend dans les universités en français, en anglais, en arabe, de les apprendre dans nos langues. Et ça ne peut pas se faire que si on écrit et apprend à travers notre culture. Et d'ailleurs, c'était le titre de notre premier livre en Soninké en Égypte, Ankara, Onchapandi. Écrivons et lisons. Bon, on a beaucoup de mots arabes dans notre langue. Ça ne veut pas dire qu'on doit se débarrasser de tous ces mots, mais on peut faire des recherches et trouver les équivalents de ces mots. Et maintenant, celui qui veut les utiliser, tant bien, celui qui ne veut pas, tant bien. Bon, on peut toujours prendre un nom étranger. Ça ne veut pas dire que ce livre n'est pas une campagne pour détester les autres nations ou bien dire qu'on ne doit pas prendre les autres noms, mais il faut savoir, il ne faut pas penser que c'est des noms africains, voilà. Il faut savoir que c'est des noms étrangers. Si tu veux, tu prends un nom étranger, tu dis un nom, c'est quelque chose de subjectif. J'ai un ami qui s'appelle, comment dirais-je, on était ensemble aux États-Unis. Habib, C'est un Sénégalais. c'est un Sénégalais, c'est incroyable. The mind is a terrible thing to lose, comme on dit. Incroyable. En tout cas, c'est Habib Sy, Jacques Habib Sy. Ah, Jacques Habib Sy. Jacques Habib Ah Sy, oui. un grand ami, on était ensemble en Égypte. Ah oui, Donc, Jacques chaque fois que Habib je Sy. pense à des noms, je pense à Sénégal. Le gars, là, il a un nom arabe, européen et africain dans son nom. Bon, c'est lui qui sait pourquoi il l'a choisi. Bon, pour lui, il cherche que, sans doute, il sait qu'Habib est arabe et Jacques est européen et Sy est africain. Bon, donc, c'est un choix. Et ça ne veut pas dire que de laisser les autres cultures, mais de privilégier notre culture. Je crois que rien n'est plus normal que ça. Absolument. Nous le saluons de passage, Jacques Habib Sy, Oui, qui était dynamique dans la société civile. Oui, oui. Voilà. Et je salue aussi mon passage parce que depuis que je suis revenu, je ne l'ai pas vu. Ah bon? On ne s'est pas rencontré, je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Ah, d'accord, d'accord. Et après cet ouvrage, est-ce que vous avez un ouvrage en perspective, un projet? J'ai beaucoup d'ouvrages en chantier, mais j'ai un autre livre qui est publié, qui venait d'être publié par les nouvelles éditions africaines, par Madame Sy. Madame Sy, ça s'appelle Peuple sans domicile fixe, l'autre visage de l'Amérique. Voilà, peut-être on aura l'occasion un jour d'en parler. D'en parler. Oui, c'est publié par les NEA et ça a reçu beaucoup de réactions parce que c'est incroyable de penser qu'un pays comme l'Amérique, il y a des gens qui non seulement sont pauvres, mais ils sont des sans-abri. C'est pour ça que j'ai pris des photos pour accompagner le livre parce que les gens m'appellent parfois et me disent c'est pas possible. Nous, on ne pensait même pas qu'il y a des gens en Amérique qui n'ont pas de travail, soit. Ah oui, c'est partout. Hein? Vous nous disiez qu'il y a des sans-abri. J'ai dit, bon, voilà les photos. Voilà les photos. Voilà. J'ai d'autres livres, mais ils sont en anglais. Et, comment dire, Honor Killing. C'est, en français, ça, c'est crime d'honneur. Voilà, au Moyen-Orient.
et d'autres livres en anglais sur Obama, sur la politique américaine. Bon. Je suis en train d'essayer de traduire, même si le livre est en anglais, je le traduis en français. Ok. Et merci beaucoup. Et on était avec Bantigi Doucouré, auteur de Peuple noir non blanc. Et c'est important les recherches qu'il fait, les prénoms, les noms africains. Et peut-être plus tard, on va parler aussi avec d'autres sur les plats africains, les mets africains. Et Bantigi Doucouré, qui est auteur, journaliste, poète, et avec Mohamed Sow Baudelaire, professeur de français, critique littéraire, qui était là au nom du cercle des critiques littéraires du Sénégal. Et donc, c'était avec l'émission culturelle de l'ITV, l'I-Culture, avec l'appui de Seynabou Keïta, de Chorogay, de Babacar Mbodj, et avec le réalisateur Abdourahmane Gom. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.